Donc merci à tous d'avoir répondu à l'invitation de l'espace régional de réflexion éthique. Nous sommes très contents de vous voir mobiliser sur le sujet de la GPA, la gestation pour autrui. Et nous sommes très heureux et honorés d'accueillir les professeurs Israël Nizan et René Friedman qui nous ont fait l'amitié de venir de loin et qui doivent d'ailleurs repartir dès ce soir, mais qui se sont déplacés pour animer cette soirée qui promet d'être riche. Nous sommes ici pour la première fois dans un tout nouvel amphithéâtre de la nouvelle faculté de médecine. D'habitude, c'est plutôt dans des locaux historiques. Donc c'est l'occasion pour vous aussi de découvrir les lieux. Alors, très brièvement, je vous rappelle l'émission de l'espace régional de réflexion éthique, donc ex-Languedoc-Roussillon, qui vient d'opérer une fusion avec Midi-Pyrénées et est devenu ce mois-ci l'espace régional de réflexion éthique Occitanie. Donc nous allons travailler ensemble et continuer à organiser sur toute la région ce genre de colloques, de rencontres, de conférences-débats pour sensibiliser aux valeurs éthiques du soin. Voilà, donc ce soir, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste parler de l'actualité de l'espace éthique. En deux mots, vous savez, cette rencontre que les États généraux de la bioéthique pour la révision de la loi de bioéthique ont été lancés la semaine dernière, cette rencontre ne s'inscrit pas dans ce cadre, puisqu'elle avait été prévue avant, en amont de cette mobilisation pour les États généraux de la bioéthique. Mais bon, le thème de la gestation pour autrui s'inscrit bien sûr, et vous l'avez tous vu dans les médias, comme un des sujets essentiels en matière si ce n'est de révision de la loi, en tout cas de discussion sur ce qu'on doit faire, procréation médicalement assistée et gestation pour autrui. Voilà, donc un bref aperçu de ce à quoi ressemblera dans la région les États généraux de la bioéthique auxquels vous serez conviés. Nous avons choisi deux thèmes sur la région Occitanie. Tout d'abord la prédiction génétique, et puis la e-santé et les patients connectés. Donc nous allons en faire l'ouverture la semaine prochaine, le jeudi 1er février, avec donc la prédiction génétique. Ce sont des rencontres citoyennes auxquelles tout le monde est convié, quelle que soit sa catégorie d'âge, professionnel, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment pour tâter le pouls du citoyen entre guillemets ordinaire pour savoir quelles sont les priorités en matière de révision et d'évolution dans la loi de bioéthique. Donc ce ne sera pas sur le modèle d'une conférence, mais sur le modèle d'un échange et d'une rencontre citoyenne avec quelques spécialistes qui sont là pour vous expliquer et vous éclairer sur des questions aussi complexes que la prédiction génétique, bien sûr, mais pas sous forme d'une prise de parole en continu. Donc la prochaine rencontre sera le jeudi 1er février, donc jeudi de la semaine prochaine, à Génopolis, qui est juste à côté, c'est-à-dire à l'Institut de génomique fonctionnelle, juste derrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc même station de tram, etc. Voilà, donc vous avez un programme de la déclinaison sur la région en matière de rencontres citoyennes. Vous avez aussi des ateliers de réflexion qui sont organisés en plus petits comités. Mais pour ce qui est des rencontres citoyennes, vous avez là les dates qui s'affichent. Donc, et vous pouvez avoir tous les détails sur notre site, donc, qui s'appelle toujours espace-éthique-LR, en attendant que nous ayons un site commun. Voilà la cartographie des manifestations sur la région que vous retrouverez également sur le site. Et autre actualité, et j'en aurai fini avec, avant de rentrer dans le sujet de la gestation pour autrui. La semaine prochaine, nous avons une conférence débat aussi avec un philosophe, Alain Guyard, qui abordera le thème « Quel risque prend-on à ne pas en prendre ?» Comme vous pouvez le constater, un sujet très transversal qui concerne tout le monde. Même s'il sera appliqué aux soins plus particulièrement, mais c'est appliqué à la vie en général.
Alors, pour en venir à l'historique pourquoi on en vient à la gestation pour autrui, il nous a semblé... Alors, on avait eu un débat avec Véronique Fournier récemment, c'était en septembre de 2016. Et puis, René Friedman lui-même était venu aussi nous parler de procréation médicalement assistée il y a 3 ans. Et c'était toujours la dimension éthique, sociétale et médicale de la question. Là, on passe donc à la gestation pour autrui. Aujourd'hui, poser les bonnes questions, c'est notre propos, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour apporter des réponses, que les réponses sont toujours très mouvantes, mais qu'on est là pour vous aider à poser des questions que vous n'auriez peut-être pas envisagées seul ou peut-être pas dans votre entourage, et à avoir les tenants et les aboutissants vraiment de la question qu'on aborde, en l'occurrence la gestation pour autrui. Et échanger avec des personnes qui ne posent pas le même regard, qui n'ont pas le même avis sur une question, en sachant que le but ultime, ce serait de ressortir en ayant avancé dans l'appréhension du problème, et avec des doutes et des interrogations, et des nuances dans ce qui était des a priori ou des opinions déjà forgées. Voilà, donc merci pour votre mobilisation. Je voudrais juste signaler dans l'actualité de la gestation pour autrui, je pense que tout le monde a noté que c'était un sujet médiatique assez brûlant en ce moment. Beaucoup de journalistes s'y intéressent, on a même peur que ça occulte les autres sujets dans la révision des lois de bioéthique. Simplement, je mentionnerai 2 choses. Un sondage IFOP pour la Croix et le Forum européen de bioéthique qui a été mené il y a 2 semaines et dont il ressortait que 64% des personnes interrogées, donc dans la population, se disaient favorables à une extension, une légalisation de la PMA, avec, dans ces 64%, 46% si c'est pour des raisons médicales uniquement, et 18% pour tous les cas. Et puis, donc c'est une photographie de la société française qu'il faut décrypter et qu'il convient de décrypter, comme tous les sondages d'opinion. Il y a une part d'information, c'est-à-dire pourquoi une évolution aussi rapide, sachant qu'en 90, seulement 24% de la population était pour la gestation pour autrui, mais bien sûr c'était nouveau, et donc il y a toujours ce qu'en sociologie on appelle un phénomène d'acclimatation, c'est-à-dire que face à la nouveauté on est d'abord réfractaire et puis on s'habitue à l'idée, mais il faut quand même s'interroger sur les causes d'une telle évolution, qui vient peut-être d'un renforcement des libertés individuelles depuis la moitié du XXe siècle, et puis une évolution vers une société de consommation qui supporte peut-être moins bien aussi les frustrations, et ça devient des souffrances auxquelles il faut peut-être répondre. Ensuite, il y a eu un deuxième événement médiatique. 110 personnalités ont signé une tribune dans Le Monde favorable à la GPA au nom du réalisme d'abord, dont M. Nizan, je crois. Donc il vous expliquera mieux que moi pourquoi. Pour réclamer un vrai débat de fond sur la GPA et surtout en arguant qu'on ne peut pas ignorer ce qu'on appelle les enfants fantômes, c'est-à-dire ces enfants qui n'ont pas d'existence légale, du fait que seulement leur géniteur, c'est le père, est reconnu comme père. Donc ça pose une vraie question à la fois sociétale, éthique bien sûr, et juridique. Ensuite, certains plaident donc dans ces signataires pour une GPA éthique. Alors une GPA éthique, c'est le terme employé. Donc je pense que ce sera tout l'objet du débat, de savoir s'il peut y avoir une GPA éthique qui respecte les parties prenantes. Voilà, et donc j'en resterai là parce que je ne veux pas non plus déflorer le sujet, mais on est au cœur du débat, c'est-à-dire peut-il y avoir une GPA éthique, sachant qu'on veut éviter ce qu'on appelle le marché noir, mais le mot marché est évoqué toujours, c'est-à-dire c'est un marché, on sait que le prix d'un enfant c'est entre 30 000 et 170 000 euros selon les pays. Alors sont mis en jeu là-dedans les principes éthiques fondamentaux que sont le principe d'autonomie,
qui est effectivement un des grands arguments, c'est-à-dire la liberté individuelle. Et puis les principes de justice et de non-malfaisance, et de bienfaisance éventuellement, mais de non-malfaisance d'abord. Donc toutes ces questions seront soulevées avec la GPA. Si la liberté, comme dit l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, la question est de savoir, est-ce que la GPA nuit à quelqu'un, sachant que même les décisions les plus intimes ont des implications sur l'autre, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est ce qui fait la dimension morale et éthique de la question, que de se heurter à d'autres valeurs. Donc là, c'est l'autonomie, la liberté, qui se heurte à d'autres valeurs. Et un questionnement qui naît d'un conflit entre plusieurs valeurs, c'est précisément un questionnement éthique. Donc je laisse la parole à Jacques Breget qui va présenter nos deux invités, que je remercie encore d'être là. Merci d'être venus tous les deux le même jour, même heure, de reprendre le même avion, et ce qui nous impose quelques contraintes dans le débat, mais vraiment merci. Vous êtes tous les deux des gynécologues obstétriciens de grand renom. Vous êtes tous les deux des universitaires qui ont non seulement accompagné toutes ces dernières décades, mais qui les ont forgées. Et vous êtes d'abord des engagés. Sans entrer dans le détail, lorsqu'on voit vos parcours, depuis le plus jeune âge universitaire, vous avez été des engagés, tous les deux, avec une idée, c'est que la santé était au cœur d'un débat sociétal. Et je crois que vous l'avez toujours illustré. En même temps, vous êtes des pionniers. Des pionniers, on en a dans l'université, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et donc, à ce titre, évidemment, on peut souligner vos parcours. Vous êtes des esprits libres, mais responsables. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des impulsifs et des réactifs de l'émotionnel, mais vous avez un argumentaire, et qui plus est, vous avez une pensée évolutive. Vous n'êtes pas bloqué dans les préjugés de l'éducation, d'une morale, d'une religion, ou tout simplement de ce qui nous fait tous les jours les réseaux Internet, ou parfois qui se ressemblent, s'assemblent. Donc vous êtes évidemment extrêmement influent dans notre pays, et vous en avez, j'en suis sûr, la conscience, dans tous ces domaines très sensibles. Vous avez côtoyé l'IVG avec des combats à René Friedman très tôt, puisqu'il est un tout petit peu plus âgé quand même. Donc je dirais qu'avant Amandine, en 82, René Friedman avait le combat de l'IVG, ensuite l'assistance à la fertilité avec Amandine en 82, avec en 86 le premier embryon congelé, avec en 2000 la première naissance après des pays, et en 2011 le premier médicament, bébé médicament. Et puis, pendant ce temps, Israël Nizan, vous avez abordé le diagnostic prénatal, la PMA bien sûr, engagement fort, IVG avec beaucoup de combats et de réflexions, l'éducation sexuelle des plus jeunes qui a été quelque chose d'important dans votre action. Vous faites partie, et vous avez fait partie des commissions nationales les plus importantes, commission consultative nationale d'éthique, commission nationale de la naissance pour l'un et pour l'autre. France Culture aujourd'hui, avec Révolution médicale, toutes les semaines, pour René Friedman, et puis un forum de bioéthique absolument incroyable à Strasbourg, que vous, Israël Nizan, vous avez fait naître. Comment dans ce pays, des milliers de personnes se déplacent pour discuter de bioéthique. Et ça, vous l'avez créé, je crois, à partir de 2010.
avec un succès absolument incroyable et qui honore tout ce qui peut se faire dans notre pays. Je terminerai en disant que l'éthique, c'est l'inverse de l'impulsivité, de la réactivité, du préjugé, de l'opinion forgée. L'éthique, c'est pour ce qui est complexe. Et c'est presque uniquement pour ce qui est complexe. Car quand c'est simple, on a des guides, on sait à peu près dans le soin ce qu'il faut faire. C'est le dialogue et le partage, c'est jamais l'invective, c'est jamais une affirmation avec la pression émotionnelle. Et bien sûr, on peut réfléchir, je pense, et je conclurai par ça ce que disait George Orwell. Lorsqu'on me présente un progrès, je me demande s'il me rend plus humain ou moins humain. C'est toujours la question que l'on doit avoir avec des réponses, avec des multiples facettes, multiples angles de vue. En tous les cas, merci vraiment d'être là. Je tiens à excuser le doyen Michel Mondin, qui est à Nîmes pour le conseil d'administration de la faculté aujourd'hui, car vous savez, nous sommes une faculté Montpellier-Nîmes, et nous délocalisons un certain nombre de conseils d'administration qui ont lieu à Nîmes. Donc aujourd'hui, c'est tombé ainsi, il va nous rejoindre dès qu'il peut, avec la circulation, mais enfin, il m'a demandé de l'excuser et nous rejoindra un peu plus tard. À vous. Un grand merci Jacques Bringer et Madame pour cette invitation. Et tout d'abord mes félicitations parce que venir aussi nombreux pour un débat de bioéthique, bravo aux Montpelliérains, surtout sur un sujet d'une complexité rare, dont les enjeux sont difficiles. Et je voudrais tout de suite vous décevoir si vous attendez de nous deux qu'on s'écharpe devant vous. Déception, nous n'allons pas nous écharper pour la bonne et simple raison que je suis sensible à beaucoup des arguments de René Friedman et qu'il est sensible à certains des miens. Et que sur plein d'autres sujets, nous sommes en accord complet, mais là, par chance, on est en désaccord assez profond sur le fond, et c'est peut-être ça, dans cet interstice entre nos deux postures, que se trouve quelque chose d'intéressant pour le public. Je ne dirais pas que je suis favorable à la GPA, mais j'ai commencé par être très défavorable. Et dans les années 80-84, tout au début de la PMA, je m'étais posé des questions là-dessus, et il y avait à Strasbourg une association qui s'appelait les Cigognes. Il y avait 2 associations comme ça en France qui étaient faites pour faire se rencontrer des femmes qui avaient envie de porter pour autrui. Et je me suis dit, voilà un bon sujet de publication. J'étais jeune praticien hospitalier, et il y a une dizaine de femmes des Cigognes qui ont accepté de me rencontrer pour des entretiens. Et je leur posais la question, et pourquoi vous faites ça? Pourquoi voulez-vous porter pour autrui? La moitié d'entre elles m'avaient répondu, bon, c'est pour avoir de l'argent, j'accouche assez facilement, c'est pas un problème pour moi, et je me ferais bien de l'argent comme ça. Et l'autre moitié m'avait répondu, en gros, je la fais courte, ah ben moi, je suis donneuse de sang, je suis donneuse de moelle, mon corps est intègre, j'ai des grossesses, j'aime bien être enceinte, et si je pouvais rendre ce service-là à une autre femme que de l'aider à être mère, ce serait pour moi la plus grande des satisfactions. Je m'étais sorti de là sans publier ce papier en me disant, finalement, c'est bien si la loi française l'interdit. Et la loi française est venue, la dernière, et a interdit, mais purement et simplement. Et c'est le contact avec des couples qui m'a fait changer d'avis. Et c'est en cela que le témoignage des médecins peut être important pour vous, parce que vous n'êtes pas, ou peu d'entre vous, au contact de cette souffrance-là et de ces demandes-là, dont je pense que nous avons à être les interprètes. Parce qu'une souffrance vue de loin, ce n'est qu'une souffrance vue de loin.
Une souffrance qui est devant vous de l'autre côté du bureau, c'est autre chose. Et le premier couple qui m'a fait changer d'avis, c'était un couple de diplomates turcs qui avait perdu un premier enfant dans un accouchement terrible, puis qui avait eu un deuxième enfant en Turquie, à Ankara, et là, non seulement l'enfant était mort, mais la femme avait perdu son utérus. Et je revois ce couple venu avec la sœur de madame, qui disent, voilà, on ne vous demande pas grand-chose, on vous demande de prendre mes ovules, de prendre les spermatozoïdes de monsieur et de mettre les embryons dans ma sœur, qui habite le pavillon mitoyen et qui n'a qu'une idée en tête, c'est de pouvoir infléchir cette obscénité qui m'est arrivée. D'ailleurs, une fois que je serai enceinte, nous partirons, vous n'entendrez plus parler de nous parce que les lois sur l'adoption en Turquie ne sont pas du tout les mêmes. Alors je dis, désolé, je ne peux pas vous aider, mais je vais vous donner le nom d'un copain qui fait ça, quelque part en Europe, et j'ai reçu successivement 3 faire-part de naissance de cette femme qui a pu constituer famille grâce à sa sœur. Vous voulez que je vous dise, cette femme m'a appris que cette démarche n'était pas immorale et qu'à tout le moins, il fallait y réfléchir. Et que dans le spectre des demandes de GPA, il y a des demandes qui sont parfaitement audibles et des demandes qui sont parfaitement inaudibles. Voilà une situation où régler le problème d'un coup d'interdit un peu biblique de GPA, tu ne feras pas, c'est peut-être, et ça me fait penser à votre conférence du philosophe là, ne pas vouloir prendre de risques, est-ce qu'on n'en prend pas des plus gros? Et ma réponse est oui. Regardez la France. Aujourd'hui, on trouve une mère porteuse pour 15 000 € en France. Vous pouvez la trouver ce soir en rentrant chez vous. Faites Surrogate Maison et vous trouvez des gens qui candidatent et le tarif, je vous le dis, c'est 15 000 €. Si on a des sous, on la prend sous le bras, on va à Londres. 50 000 € la procédure. Si on en a moins, on va en Ukraine. 10 000 €. Si on a encore moins, on va en Inde. Encore moins cher. Et ce que nous voulons tous combattre, c'est-à-dire le problème de l'indisponibilité du corps de la femme, eh ben, est encore plus gravement atteint parce que les femmes de France qui n'ont pas d'utérus, parce que soit elles sont nées sans utérus, soit elles l'ont perdu dans un accident obstétrical d'une terrible gravité, ces femmes-là n'ont d'autre choix que d'aller se livrer à des réseaux mafieux avec des catalogues. Je pense que la France ne peut pas rester sur la posture de tout il est interdit. D'abord parce qu'il y a des enfants qui sont issus de ces gestations, enfants dont le sort actuellement n'est pas enviable, parce qu'ils sont dans une situation de ni-ni, et ensuite parce que la France s'est toujours honorée d'affronter les débats bioéthiques avec courage. Je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est celui de l'IVG. Au nom des grands principes, certains s'opposaient à ce qu'on porte atteinte à la vie du plus faible. Ils avaient raison sur le fond. Sur le fond, ils avaient raison, mais sur la forme, ils ne l'avaient pas, parce que 300 femmes mouraient chaque année simplement d'avoir été amoureuses d'un homme. Et donc, le pragmatisme l'a emporté. Ça a été d'une terrible violence au Parlement pour ceux qui se souviennent des débats, mais la France a opté. Elle a opté dans une balance entre les grands principes et le pragmatisme. Aujourd'hui, la France se trouve à nouveau devant cette balance-là. À l'une des extrêmes, sur un des plateaux, une des attitudes, c'est « j'interdis tout, comme ça je suis tranquille, je suis propre sur moi, et le problème est réglé ». Je dis qu'il n'est pas réglé. À l'autre extrême, il y a la situation de la Californie. Si tu as des sous, on peut tout faire, tout ce que tu veux, et y compris le catalogue. La licence totale est tout aussi schizophrène que l'interdit total. Les deux postures sont extrêmes et donc, de mon point de vue, nulles et non avenues. Alors la question qui vient tout de suite, c'est y a-t-il une autre posture? La réponse est oui. C'est de mettre de l'intelligence dans ces situations. Il y a des situations où, si je vous les présentais là, à tous, et qu'on faisait un petit vote après, il y en a pas mal qui diraient oui.
Oui, dans ce cas-là, oui. Et d'autres situations où si on faisait la même chose, je veux dire, au travers d'un comité de la parentalité, on sait faire ça en France, moitié homme, moitié femme, moitié professionnel, moitié non professionnel, la plupart des gens diraient non. Eh bien, gardons les cas, j'allais dire, propres en France, pour faire l'égalité, l'équité, que ce ne soit pas juste les plus riches, parce que les plus riches, ils s'en fichent de la loi de la France, ils font de toute façon. C'est ceux qui ne peuvent pas se payer, qui sont là à attendre que notre loi regarde leur situation particulière. Eh bien, l'équité, à mon avis, c'est de dire confions ces cas à des comités de la parentalité. Et le comité a 1 an pour nous dire si l'indisponibilité de la femme, le respect de l'intégrité du corps humain de cette femme, dans ce cas-là, est respecté. Si, par exemple, ce sont 2 sœurs, est-ce qu'il n'y en a pas une qui a été forcée par l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas une pression familiale? Tout ça, ça peut s'apprécier. Est-ce que c'est pas une femme qui manque d'argent et qui le fait pour avoir de l'argent? Ça peut s'apprécier. Est-ce que, et au bout de l'année, le comité de la parentalité émet un avis, et c'est une commission nationale qui va finalement autoriser ou pas, au cas par cas, les beaux cas. Et moi, j'en ai rencontré, notamment une femme qui a fait ça pour son employé, qui venait de perdre son utérus et son enfant dans un même drame obstétrical, et qui m'a dit « Ce qui est arrivé à mon employé, c'est juste anormal. Moi, je vais réparer. » Elle a tout payé, elle a porté l'enfant de son employé, elle est venue, j'ai suivi la grossesse et son employé l'accompagnait, elle caressait la face latérale du ventre de sa patronne pendant les échographies en pleurant toutes les larmes de son corps. Je les ai mis dans la même chambre après l'accouchement, il y avait les 2 maris, il y avait les enfants de la patronne qui étaient là, et elle me dit « Dites voir, monsieur le professeur, j'ai vu que vous allez sur des estrades. » C'était pas trompé. Eh bien, dites-leur bien à tous qu'on peut faire ça pour autre chose que de l'argent, que la solidarité entre femmes, ça existe. Bien, vous voyez ce cas qui s'est fait à Londres, je n'ai pas prêté la main, j'ai juste suivi la grossesse et fait l'accouchement. Ce cas-là, même s'il est rare, tout le monde me dit, mais Lisan, t'es le ravi de la crèche, ça va pas se passer comme ça, les riches vont exploiter les pauvres. Ok, de toute façon, ça se produit. De toute façon, les riches exploitent les pauvres sur toute la planète. Mais chez nous, dans notre pays, ça pourrait se passer autrement. Il y a plein d'exemples où on a déjà fait ça. Il y a des endroits où on vend des reins pour les greffer, on vend les reins des plus pauvres pour les greffer aux plus riches. Est-ce que ça nous dispense de faire propre la greffe chez nous? Bien sûr que non. Il y a des endroits où on vole des enfants pour les revendre chez nous. Est-ce que ça nous dispense de faire propre l'adoption chez nous? Je dirais bien au contraire. C'est bien parce que le monde est un marché effroyable que nous avons à protéger chez nous, par l'équité et par la propreté bioéthique de ce que nous savons faire, cette question très difficile de la GPA. Alors oui, c'est prendre des risques. Mais ne pas prendre de risques, c'est à mon avis un risque bien plus grand. Ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres pays, c'est-à-dire de pousser les femmes de France dans le grand marché, je trouve qu'on oblige les femmes à aller sur des GPA que j'appelle non éthiques. La femme dont je vous parlais tout à l'heure m'a dit « Je suis une nounou. Je suis même une super nounou. Je garde cet enfant en prénatal. Est-ce que ce serait plus honteux d'être une nounou prénatale que d'être une nounou postnatale ?» Elle me dit « Je serai à tous les anniversaires de cet enfant. Je serai sa marraine. Je suis même une super marraine. » Et vous voulez que je vous dise, ça se produit. C'est le cas. Le lien qui s'est créé entre ces 2 femmes, ce lien de solidarité par le corps, me fait penser d'ailleurs au don d'un rein entre 2 personnes, au don d'un lobe de foie. Et il y a 3 ans, il y a même un donneur de lobe de foie qui est mort. Il savait qu'il courait un risque. Et le risque de donner un lobe de foie, il est bien plus grand que le risque de porter un enfant. On dirait donc, pour ne pas prolonger et qu'on ait un dialogue, que nous, les humains, nous portons dans le monde occidental le poids de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Sarah était stérile. On a mis Abraham dans le lit de Hagar, la servante de Sarah. Ça a donné Ismaël. Et
le coquin de sort a fait que Sarah a été enceinte juste après d'Isaac et qu'elle a mis à la porte Ismaël et sa mère Agar. Il se trouve que dans notre rucksack mythologique et culturel de l'Occident, nous portons une GPA qui s'est fort mal terminée. D'abord parce que Agar était bel et bien la servante de Sarah et que Ismaël, je ne sais pas si on ne porte pas encore aujourd'hui les séquelles de cette GPA mythique, qui n'était pas vraiment une GPA puisque c'était les gènes de Agar. Qu'est-ce qui a changé? L'arrivée de l'AMP. L'AMP nous permet aujourd'hui, et je ne parlerai pas pour terminer de ce qui se passait avant l'AMP, je vais vous dire, j'ai vu, de mes yeux vus, une femme venir accoucher, montrer une carte d'identité qui manifestement n'était pas la sienne. Et donc on a mis dans le carnet de naissance de cet enfant le nom de la carte d'identité qu'elle nous montrait. Ça s'appelle du don d'enfant, c'est vraiment très interdit dans la loi de la France, mais ça existait de tout temps. Payer, pas payer, je trouve que anthropologiquement, nous ne pouvons pas en rester là. Et que l'AMP nous a permis de faire en sorte que des maris stériles puissent devenir papas, et elle doit nous permettre de faire en sorte que des femmes qui ont perdu leur utérus ou qui sont naissants deviennent mamans également. Alors, tout d'abord, merci bien sûr de cette invitation qui me permet de réécouter Israël Nizan, d'apprécier sa poésie et son goût pour le fantastique. Effectivement, l'image proposée est assez séduisante, elle est assez binounours, et il y a quelques cas, sans doute, dans le monde qui se révèlent être de ce talent-là. Malheureusement, la situation, quoi qu'on veuille, est beaucoup plus catastrophique que cela. Alors, sur plusieurs positions. Position plus personnelle et puis une position peut-être d'analyse un peu de la situation. Plus personnelle parce que ça pose la question de qui est la mère. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Madame Campion sur Top of the Lake. Je vous l'invite à le faire parce qu'il y a tous les cas de figure entre la génétique, l'environnement et les dons et tout ça. C'est un polar assez intéressant. Bon, là, on est dans ce film, on est dans ce que dénonce d'ailleurs Israël et tous ceux qui prônent la GPA éthique, qui est très poétique, encore une fois, mais qui est l'exploitation des femmes qui sont enfermées dans des chambres et qui ne peuvent pas sortir tant qu'elles n'ont pas pondu leur commande. Donc ça se passe évidemment dans des pays, mais là ça se passe en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et donc ça c'est unanimement condamné et condamnable, bien entendu. Le problème, c'est que lorsque nous sommes, nous médecins, devant une femme qui vient pour un don d'ovocytes, et que nous expliquons qu'effectivement elle peut être enceinte après le don d'ovocytes d'une autre femme, mais que le fait qu'elle va porter cet enfant, qu'elle va échanger avec lui, qu'elle va avoir cette liaison épigénétique extrêmement importante, de cette modulation de cette grossesse, et qu'elle va accoucher de cet enfant, on va considérer que c'est la mère, même si la génétique n'est pas la sienne. Dans l'idée de la mère porteuse, on est justement à l'opposé. C'est-à-dire qu'on va dire, puisque cet enfant n'est pas de vous génétiquement, quoique je vais revenir avec quelques données, c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité, mais disons dans ce cas de figure, puisque ce n'est pas votre enfant génétiquement, vous pouvez le laisser filer à votre commanditaire, moyennant la somme que vous avez arrangée auparavant, puisque ce n'est pas votre enfant. Donc on ne peut pas, à mes yeux, avoir un double discours. C'est-à-dire, de temps en temps, c'est la mère qui a fourni les ovules, de temps en temps, c'est la mère qui accouche. Je crois, et je pense que quand même, notre expérience d'obstétricien fait que celle qui accouche, rarement se sent différent qu'une mère. Le deuxième problème que je vois dans cette gestation pour autrui, c'est que la plupart, effectivement, des femmes qui sont partisanes,
soit le font effectivement pour de l'argent, soit le font pour être en quelque sorte elle-même adoptée, être dans effectivement un mouvement altruiste, mais qui serait une espèce d'adoption d'elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur propre démarche? Je dois dire qu'en même temps, à peu près à la même période où Israël, tu racontais que tu avais vu ce couple turc, une psychanalyste que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Monique Bidlowski, avait été tentée de faire une analyse sur cette association des cigognes, faite par le docteur Sacha Geller, qui était à Marseille, et que, après, en cherchant à comprendre et à interroger les femmes qui étaient candidates, s'est trouvé très rapidement devant un mur et devant l'impossibilité de continuer son enquête, car les choses ne sont pas simples et ne sont pas très claires. Elles ne sont pas très claires parce qu'il y a en jeu, effectivement, beaucoup de choses de l'aliénation possible, de l'exploitation possible et de l'exploitation financière. Alors, je voudrais prendre simplement quelques données d'un rapport qui date de 2 ans, qui a été publié en Angleterre, qui, comme vous le savez sans doute, depuis 25 ans, pratique la gestation pour autrui. C'est un rapport plutôt fait par des gens en faveur de la gestation pour autrui. Qu'est-ce qu'on apprend? Plutôt que les histoires de chasse qui sont extrêmement intéressantes, et si Israël Lison en a une binounours, moi j'en ai une absolument dramatique d'une femme que j'ai effectivement accouchée aussi, qui est venue accoucher et qui a fait une dépression, tentative de suicide après avoir cédé cet enfant, plus la famille, les grands-parents et tout ça. Donc on pourrait, histoire contre histoire, raconter un cas particulier. Mais sortons justement des histoires de chasse pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale. Donc je reviens au rapport sur l'Angleterre, qui, disons, n'est pas le pays le plus semblable à l'Inde ou à d'autres pays d'exploitation de ce type que l'on connaît. Premier problème, aucune enquête depuis 25 ans n'a été exhaustive. Nous sommes des scientifiques. Nous sommes confrontés à un problème qui a été posé, sur lequel nous nous posons la question, est-ce que c'est délétère ou est-ce que ce n'est pas délétère? Et les seules réponses qui arrivent, ce sont soit une histoire catastrophique, la mienne je peux la raconter en long et en large, soit une histoire merveilleuse, comme celle qu'on vient d'entendre. Donc en tant que scientifique, on a plutôt envie d'avoir des données. Alors dans le rapport que je cite en Angleterre, le bilan qui a été fait pour une enquête qui a été menée sur les mères porteuses, savez-vous sur combien de femmes cela porte? En Angleterre, où c'est légal, où c'est déjà la méthode est discutable puisque c'est par Internet. Et combien il y a de femmes? 111. 111 femmes pour toutes ces années, dont d'ailleurs 35 sont en cours éventuellement de procéder, mais ni ne sont enceintes, ni n'ont accouché. Et dans cette étude donc biaisée, puisque seuls les volontaires répondent, mais ce n'est pas une étude exhaustive comme on sait le faire, on devrait pouvoir le faire depuis le temps, montre qu'il y a un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, c'est qu'il y a un coût. Et le coût est assez étonnant parce qu'on dit effectivement dans cet aspect de GPA qui serait éthique, on varie entre 10 000 et 20 000, c'est quand même le double. Et ce qui est étonnant, c'est que les femmes disent qu'elles ont touché entre 10 000 et 20 000, mais que par contre, quand on pose la question aux commanditaires, on est toujours en dessous de 10 000. Il y a un problème. Et la totalité est autour de 60 000. 60 000 livres sterling, évidemment. Donc on est, si vous voulez, dans quelque chose qui est étrange. C'est que depuis le temps, où je ne parle pas de la Californie, mais pourquoi pas, il y a d'autres pays qui le font depuis longtemps, on n'arrive pas à avoir une étude exhaustive. Quand j'ai dit une étude exhaustive, c'est qui sont ces femmes, en général. Comment ça s'est passé pour elles, leur accouchement? Parce que, bizarrement, ces femmes-là, apparemment, accouchent toujours très très bien. C'est-à-dire qu'elles ne se font jamais enlever l'utérus comme on le voit de temps en temps. Elles n'ont pas les 20% de césariennes qu'ont les autres. Elles n'ont pas les 25% d'épisiotomie. Elles n'ont pas la dépression du postpartum. Non, ça se passe toujours très très bien. Et donc, la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé pour elles? Au moins des données. Que se passe-t-il à distance pour elles-mêmes, quelques années plus tard? Comment vivent-elles cette situation? C'est pas en montrant sur scène
une telle ou une telle qu'on résout le problème général. On a toujours des exemples extrêmement caractérisés, aussi bien, encore une fois, dans la catastrophe que dans la situation idyllique. Donc il faut prendre un peu de recul et essayer de répondre à la question, est-ce que l'on ne fait pas courir un risque important à une femme qui est capable, bien sûr, de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle souhaite, mais peut-être elle n'a-t-elle pas tous les éléments lorsqu'elle est dans une situation de dépendance. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la seule étude qui ressort aux États-Unis, qui est le CDC d'attentat, la seule étude qui a été faite il y a 8 ans maintenant, montre que quand même la différence économique de celle qui porte par rapport à celle qui demande, elle est très importante. Montre même que la participation des populations noires à ce portage est beaucoup plus importante que la représentation de la situation dans le pays. Donc il y a quelque chose qui met un doute. Qui met un doute parce qu'on n'a pas la transparence, on n'a pas la véritable étude scientifique de comment ça s'est passé pour les pays qui ont voulu l'accepter. Maintenant, j'ai envie de dire que le point qui, moi personnellement, et vous l'avez compris, me fait penser, il y a 2 points qui me font penser que ce n'est pas une bonne démarche, parce que la démarche évoquée, idyllique, elle est tellement rarissime que de toute façon, on n'empêche personne d'avoir des rapports artisanaux ou pas artisanaux, d'avoir des enfants aujourd'hui dans les covoiturages, je dirais, qui existent dans les familles recomposées ou pas. Nous ne sommes pas là pour apporter une espèce de loi morale. Nous sommes, donc les choses se sont toujours passées de façon particulière. Mais d'organiser, je dirais, la location d'une... Parce que c'est pas que 9 mois. Une grossesse, c'est pas 9 mois. Il faut déjà être enceinte, avec tous les aléas que ça coûte. Et puis ensuite, il faut voir le postpartum. C'est pas si évident. Et encore une fois, c'est donc une lourde participation à ce projet. Question, est-ce qu'on va résoudre tous les problèmes? Est-ce qu'on va résoudre le fait, comme tu disais tout à l'heure, Israël, qu'on ne va pas laisser partir les couples à l'étranger? Mais en Angleterre, où pourtant c'est proposé, 25% des couples partent à l'étranger, et encore, ils n'en sont pas sûrs parce qu'ils n'ont pas le relevé exact de cela, et c'est sans doute beaucoup plus. Donc, je dirais que en pensant qu'on va légaliser une partie dite éthique, en fait, on ne pose plus de combat contre l'exploitation du corps de la femme dans d'autres pays, puisque on ne peut pas le faire ici de façon éthique parce que vous n'avez pas de sœur. Ben oui, pas tout le monde a une sœur qui serait capable de porter un enfant. D'ailleurs, c'est pas si simple que ça, parce que je vous rappelle toujours, je reviens à l'histoire de Sacha Geller, les 2 sœurs Paris Match, vous regardez 1985, l'une qui a porté pour l'autre, ça s'est très mal terminé sur le plan relationnel. Donc c'est complexe, hein, parce que si après il arrive quelque chose à l'enfant de la sœur et que l'enfant qui a été porté, lui c'est un garçon, l'autre c'était une fille, ou vice-versa, enfin vous voyez ce que je veux dire, on rentre dans des schémas extrêmement complexes. Donc, mais imaginons qu'il y ait une possibilité comme cela, c'est exceptionnel. Le vrai problème que l'on a à traiter, c'est la marchandisation du corps humain. C'est de définir qui est la femme, et qui est la mère, pardon, la femme on sait encore, et puis surtout de bien réfléchir sur est-ce qu'on n'est pas en train d'imposer une violence aux femmes. Alors, on a beaucoup discuté en plus ces derniers temps sur les violences obstétricales. On nous a accusés, nous, médecins, sages-femmes et tout ça, de ne pas avoir suffisamment de réflexion et de pratiquer donc peut-être un métier qui faisait fi de leur volonté d'éviter bien sûr toute violence obstétricale. Qu'est-ce qui a avancé? Ce qui a avancé en particulier, c'est que quand l'enfant naît, on le met sur le corps de la femme. Il vient sur son sein. Lorsque l'enfant naît, on ne l'enlève pas brutalement dans une autre pièce. On le soigne dans la pièce où la femme vient d'accoucher, en présence du père. Donc, toute cette réflexion pour essayer de diminuer les gestes invasifs, épisiotomie, césarienne, forceps, etc., tout ça dans un sentiment de bien-être de la femme. Et là, je dirais, ces mêmes phénomènes de séparation entre l'enfant, je dirais, qui a été accouché, est tellement problématique que beaucoup, et en particulier en Angleterre,
où le choix de la femme de laisser l'enfant, de ne pas laisser l'enfant, est autorisé, parce qu'on sait bien que c'est pas si simple que cela, que d'abandonner un enfant qu'on a porté. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que nous devons prendre du recul, essayer d'avoir une vision objective de ce qui passe, et je dirais, et je suis content que ce soit moi qui puisse le dire, que nous ne réussissons pas à rendre tous les couples fertiles. Nous ne sommes pas les dieux actuels capables de répondre à toutes les demandes. 50% des couples qui viennent en PMA, je ne parle pas de la GPA, je parle de la PMA, 50% des couples qui viennent en PMA n'auront pas l'enfant voulu. Donc arrêtons de faire croire que tout est possible, réfléchissons quelles sont les conséquences, quels sont les risques encourus, et c'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut prendre un frein important tout en rêvant poétique, chanson et joie de vivre. Merci. Je note que René Friedman est tout aussi poétique que moi. Un jour, une magistrate me demandait « Mais monsieur le professeur, qui est la mère? Celle qui l'a porté dans son ventre et qui l'a mis au monde, celle qui a donné l'ovule ou celle qui l'élève ?» C'est celle qui l'élève. Il se trouve que dans une autre partie de ma vie, je me suis beaucoup intéressé au déni de grossesse. Et le déni de grossesse, c'est des femmes qui ont donné leur ovule, qui ont porté l'enfant, qui l'ont mis au monde, et pourtant il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'adoption par la femme de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Ça se termine parfois par du fait divers. Tellement ces femmes-là. Donc, si vous me posez la question, qu'est-ce qui fait la mère? Il y a un trépied filiatif. Il y a les gamètes, l'objet de l'AMP. Il y a le juge qui dit tel enfant est le fils ou la fille de un tel et de un tel. La partie juridique. Et le troisième pied, c'est la partie adoptive et psychologique, qui est d'ailleurs un échange réciproque entre l'enfant et son parent. Et je peux vous dire qu'on peut enlever les deux premiers pieds, c'est le troisième qui est important. Il est même nécessaire et suffisant, car quand une femme ou un homme adopte un enfant et dit « Toi, je vais t'élever et tu seras mon enfant », il n'a pas besoin d'avoir eu la passade obstétricale et il n'a pas besoin d'avoir les mêmes gènes, et pourtant, il va y avoir une vraie relation parentale. Et donc, je dis que, à la question qui est la mère, eh bien, dans la GPA, il y a déjà une maman, que tu appelles pas gentiment une maman commanditaire. J'aimerais bien que tu arrêtes d'utiliser ce terme, parce que ça humilie les gens qui sont dans cette logique-là. Et l'autre jour, je voyais un couple où la femme de 30 ans venait d'avoir une hystérectomie pour un cancer du col de l'utérus. Ils étaient en train de vendre leur maison parce qu'elle a dit « c'est pas la peine que je survive si j'ai pas d'enfant ». Donc on va vendre la maison et on va aller faire une GPA. Mais vous vous rendez compte, on parle de nous comme de commanditaires. Il faut faire attention à la manière dont on peut blesser les gens par notre terminologie. Je te propose parents d'intention, ce sera moins agressif pour eux. Oui, mais alors, c'est la même chose. Non. Mais si, non, je veux dire, les gens sont... Parlons vrai. Oui, si tu veux, mais on peut aussi dialoguer comme ça. Tu as parlé qui est la mère et d'adoption. Mais moi, je n'ai rien contre l'adoption. Dans l'histoire de la filiation des enfants qui sont nés par GPA, ces enfants ont un statut, ils ont une identité. La seule chose que voudraient les couples, c'est qu'on reconnaisse les parents d'intention avant même de la naissance, comme déjà les parents officiels. Personnellement, je suis pour une meilleure compréhension du phénomène. Chaque femme qui accouche est la mère, quelle que soit l'origine génétique, ce qui n'empêche pas la mère d'intention, tu vois, j'ai écouté ce que tu as dit, d'adopter l'enfant, même si c'est ses propres ovules. Mais pour l'instant, elle ne peut pas. Oui, mais elle ne peut pas. Mais on peut le souhaiter. Je dis que c'est une façon, s'il y avait une adoption, ça serait une façon beaucoup plus claire que de jouer. De temps en temps, c'est la mère génétique, de temps en temps, c'est la mère qui accouche, de temps en temps, c'est la mère qui adopte. Si elle adopte, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que alors, j'allais dire les commanditaires, oui, je le dis quand même. Ceux qui passent commande, donc c'est mieux.
ceux qui passent commande financés, non, parce que ça fait marcher. Je dis, tu sais très bien. veulent effectivement que ne pas reconnaître que la femme qui a accouché de cet enfant, c'est la mère, quitte ensuite à ce que son évolution, comme tous les enfants du monde, puisse être différente. Oui, mais je ne veux pas partir sur le plan juridique, mais si on organisait les choses en France, on pourrait écouter ce que tu viens de dire et qui est extrêmement important, à savoir qu'il n'y a pas de contrat préalable à faire, puisque une femme peut très bien, au sortir de la maternité, confier son enfant au père qui lui a reconnu l'enfant prénatal, et simplement ce qui est demandé, c'est que la mère, qu'elle soit d'ailleurs génétique ou pas, mais que la compagne de cet homme qui est le père de l'enfant, puisse devenir sa mère aussi. Il n'y a pas d'autre demande. Si celle qui a accouché abandonne ses droits. Voilà, et il n'y a personne... Ça, c'est le contrat. Non, c'est pas le contrat. Le contrat, ça veut dire que c'est écrit. Les associations, il y a eu un seul cas en Hollande qui était extrêmement mal géré, où une femme qui avait porté pour autrui a refusé de donner aux parents d'intention et l'a finalement vendu beaucoup plus cher à un couple qui est passé par là juste après. Ce cas-là, c'est une catastrophe d'absence de gestion. Je peux te dire que ça peut se produire chez nous parce que avec notre interdit de tout complet, on court le risque. Le risque, nous l'avons au maximum que tu viens de décrire, de l'indisponibilité. Est-ce que le corps des hindous est moins important que le corps des Françaises? Nous poussons massivement toutes les femmes de France qui n'ont pas d'utérus et que tu n'arrêteras pas aux frontières. Parce que quand il y a cette envie-là qui étreint un couple, ça passe au-dessus de tout. Eh bien, je trouve que dire la France voit les choses de telle manière, voilà les règles du jeu qu'on a, pas de contrat, pas d'argent, peut-être de l'argent de la sécurité sociale, oui, pourquoi pas, d'une manière neutre et pas d'argent sous la table. On sait organiser les choses. Et maintenant, moi j'aurais tendance à dire qu'une femme qui se suicide, c'est une femme qui n'a pas été encadrée, n'a pas été analysée, n'a pas eu l'encadrement nécessaire que produisent les associations. Par exemple, en Angleterre, il y a des associations qui se chargent entre elles de dire quelles sont les femmes qui peuvent rendre ce service. Et donc, pour moi, actuellement, on est dans ce risque-là, parce qu'il n'y a aucun encadrement, et que des femmes, simplement par souci d'argent, dans notre pays, se lancent dans cette aventure. Alors, interdire aux femmes, parce que c'est dangereux d'accoucher, c'est comme si tu leur interdisais de prendre le volant. Madame, c'est dangereux pour vous de prendre le volant, donc on vous l'interdit. Ça, c'est le fruit d'un État autoritaire et paternaliste. Je ne trouve pas normal qu'on dise aux femmes de France, vous savez, c'est dangereux de faire un prélèvement ossitaire. Donc on va vous interdire de le faire. Laisse-moi juste terminer. On va vous interdire parce que c'est dangereux pour vous. Oui, moi, ne me caricature. Pas de caricature, en un mot, hein, t'es d'accord? Donc j'ai dit simplement que interdire parce que c'est dangereux, non. Ça la fout un petit peu mal. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que dans les rapports qui sont faits de cette expérience-là, les problèmes liés à l'accouchement et aux difficultés de l'accouchement, qu'elles soient physiques ou psychologiques, n'apparaissaient jamais. Parce que c'est justement une vision idyllique des choses qui n'est pas la réalité. Il y a effectivement des complications comme ça arrive dans les autres, pas plus, peut-être, ou peut-être plus, j'en sais rien, puisque, encore une fois, tu dis l'accompagnement des groupes en Angleterre, mais c'est elles qui ont fait le rapport que j'ai cité. Elles ont trouvé que 111 femmes, dont 83 avaient accouché. Je dirais, pour dire quoi? Ce que je disais tout à l'heure, 35% de celles-ci ont donné leurs ovocytes. Donc, non seulement elles ont porté, mais en fait, elles ont enfanté classique. Toi qui es un scientifique de portée internationale et qui a beaucoup publié, je suis au regret de te dire que les Français ne publieront jamais sur la GPA et n'auront qu'une posture, c'est celle d'analyser les publications des autres. Oui, mais et de leur dire qu'elles sont mauvaises. Bah oui, ils ont fait de mauvaises publications, mais nous, on n'en fera jamais. T'inquiète pas, ils sont les premiers dans ce rapport-là que je t'invite à lire si tu ne l'as pas fait. Eux-mêmes,
disent que c'est vraiment très embêtant de ne pas avoir des données. Donc on part, même de gens qui sont favorables, d'une absence de données. Ensuite, on a, je dirais, les réflexions qu'on vient de peut-être de donner. On va peut-être, je propose, moi, qu'on laisse un peu la salle, peut-être nous poser des questions ou intervenir pour ne pas tout monopoliser. J'avais juste, je voulais terminer une phrase en disant que interdire aux femmes parce que c'est mauvais pour elles, il y a des gens qui savent ce qui est bon pour elles et qui le leur interdisent. Interdire aux femmes parce que c'est mauvais pour elles, c'est une violence au moins aussi grande que de dire nous on sait ce qui est bon pour vous et on vous l'impose. Je voudrais juste terminer sur la dernière GPA qui s'est produite dans mon service l'année dernière. Il y a une femme qui a décidé d'accoucher sous X. Le magistrat a pris l'enfant, l'a mis en famille d'accueil avec interdiction de visite pendant 8 mois. Il avait sur son bureau la génétique de l'enfant, la génétique des parents, et pour faire payer aux parents la GPA qu'ils étaient allés faire en Ukraine, il a mis cet enfant en famille d'accueil avec interdiction de visite pendant 8 mois. C'est ça la photographie de la France actuellement, c'est-à-dire qu'il se passe des choses inacceptables. Ses parents refusent que j'en parle parce qu'ils ont peur de ce magistrat qui les menace de les traîner au pénal s'ils racontent ce qui leur est arrivé dans notre beau pays. Oui, bonsoir, merci beaucoup Nathalie Chazal. J'aimerais intervenir sur plusieurs points. Tout d'abord, le point relatif à la mythologie. Alors vous faites appel en effet à cet aspect mythologique avec Abraham et Agar. Et curieusement, vous dites Agar, la servante. Alors moi, ça m'interpelle quand même, parce que lorsque l'on parle de GPA, il y a la femme, elle est utilisée comme un tube à hisser, comme une servante finalement, et puis il y a aussi un enfant quand même, quand on parle de GPA. Donc je suis un peu surprise de ce rappel mythologique. Je voudrais faire aussi un commentaire sur la GPA en général et sur la marchandisation. On sait très bien que toutes les entreprises, qu'elles soient américaines, anglaises, etc., sont aux portes de la France et n'attendent qu'une chose, que la GPA soit légalisée en France. Et de ce fait, on le sait très bien, le marché va être là. Le marché, les avocats sont tous prêts pour commencer à gagner de l'argent avec la GPA. Donc gagner de l'argent avec des femmes, avec des corps de femmes et avec des enfants. Et pour moi, la GPA éthique, c'est une farce totale. Une farce totale. Voilà. Donc je pense vraiment qu'on est face à cette problématique qui est... Je pense que quand on parle d'éthique, on n'applaudit pas. Parce que, alors là, c'est les slogans et les banderoles, et c'est plus la discussion idée contre idée. Et je pense, et c'est ce qu'on fait là où on discute véritablement de sujets d'éthique, on évite les slogans et d'applaudir, parce que ça n'apporte rien. Pardonnez-moi. En effet, je suis d'accord avec vous. J'aimerais aussi souligner un point aussi qui me paraît très important lorsque vous comparez le don d'organes, par exemple, ou d'autres approches, ou l'adoption. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec la GPA. Encore une fois, la GPA, ce sont des femmes, ce sont des êtres humains, et ce ne sont pas des tubes à hisser. Et il y a des enfants. Et même dans le cas de GPA qu'on pourrait dire éthique, c'est-à-dire, par exemple, si je demandais à ma sœur, porte mon enfant, mais que va dire l'enfant plus tard? Qui est sa mère? Qui est sa tante? Vous comprenez? Par ailleurs, je terminerai par un dernier exemple. C'est en Australie où il y avait un contrat en bonne et due forme, avec tout ce qu'il fallait, entouré par des avocats qui ont été payés très très cher. Et lors de l'accouchement, il y a eu la naissance de 2 enfants, un parfaitement normal et un malheureusement handicapé. Qu'ont fait les parents? Ils ont pris l'enfant qui était normal et ils ont laissé l'enfant handicapé. Le cas de l'Australie, l'enfant était très malade, il n'était pas déplaçable. Les parents voulaient l'emmener pour le faire soigner en Australie mais ni vous ni moi ne connaissons ce dossier par le détail, mais il met de l'eau à mon moulin, pardonnez-moi. Ce qui se fait à l'étranger est juste horrible. Faisons propre chez nous. Et maintenant, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire sur la mythologie, et comme je ne suis pas très bon en mythologie, je ne vais pas insister, mais je pense que Agar,
la première mère porteuse de l'histoire mythique de l'Occident, était effectivement au service de Sarah et que Agar et Ismaël ont été les victimes de cette première histoire. Donc je dis comme vous que nous portons dans le rucksack la complexité de cette question. Maintenant, je ne parlerai pas de farce en disant que la GPA éthique, parce que la GPA éthique, je l'ai vue sous mes yeux se dérouler, et les histoires que je viens vous raconter, il dit c'est bisounours, mais notre pays a la possibilité de dire que la solidarité entre deux femmes peut exister à ce point qu'une femme porte pour une autre femme. Quant à ce que dit l'enfant de cela, je peux vous dire que les enfants, quand on leur dit la vérité, sont capables de tout entendre. Bonsoir et merci de défendre des points de vue différents. Je voulais juste attirer l'attention sur le titre. Gestation pour autrui, l'ubérisation, c'est d'une violence extrême. C'est que l'enfant est un produit. Donc ça, je pense que vous en étiez conscient. Moi, ce que je vais avoir la joie à 64 ans d'être grand-père dans un mois. Voilà. On suit ça avec mon épouse, on regarde l'échographie, cet enfant, ça sera l'enfant de ma belle-fille. On le voit déjà. Et moi, messieurs, je ne vous ai pas beaucoup entendu parler de l'enfant. Y a-t-il des études depuis 25 ans en Angleterre? Vous nous parlez du désir d'enfant, vous nous parlez du droit d'enfant, vous nous parlez de la manière d'avoir un enfant. Vous êtes des techniciens, d'accord? Mais le droit de l'enfant, lui, c'est d'avoir des parents. C'est d'ailleurs un droit qui est reconnu au niveau européen. L'enfant a droit de connaître son père et sa mère, et dans la majeure partie des cas, si possible, d'être élevé par eux. Voilà, donc je vous dis, est-ce qu'il y a des études, messieurs les professeurs, est-ce qu'on a des études sur les enfants qui ont été nés par GPA? Bisounours ou pas, mais monsieur Nissan, vous parlez avec le cœur, je vous reconnais, effectivement, vous parlez avec votre cœur, c'est clair. Et vous aussi, monsieur Friedman. Pardon d'avoir été long. Non, mais je crois que je vous ai répondu, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études correctement faites, ni surtout sur celles qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire sur les femmes qui portent, ni sur les enfants. Il n'y a que des études qui sont parcellaires. Quand sur un pays qui pratique depuis plus de 20 ans, on arrive à trouver 111 femmes, 83 en fait, qui ont eu l'expérience de la gestation pour autrui, on peut, et sur un biais de recrutement caractéristique, que jamais on accepterait dans une publication scientifique, tellement c'est biaisé, on ne peut pas répondre. Et c'est justement, parce qu'il n'y a pas cette attitude-là qu'on ne peut pas voir autrement les choses de façon trouble. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci. Messieurs, bonsoir tout le monde. Gilles Ardina, je suis élu du Front National. J'ai fait partie des millions de personnes qui ont manifesté en 2012-2013 au moment de la loi Taubira. Et l'élu, l'homme politique local que je suis, voudrais poser à tous les deux, parce que vos interventions étaient vraiment intéressantes, votre expérience de la médecine aidant, la question des limites. En politique, on essaie de penser le bien commun, l'intérêt supérieur du pays, et pour ça, il faut se fixer des frontières et des limites dans tous les domaines. Ce qui m'inquiète dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a eu une première étape, on nous a dit, il y a eu le Pacs, en nous disant il n'y aura jamais ni mariage ni adoption. Et puis ensuite, on a eu la loi Taubira, on nous disait il n'y aura jamais ni PMA ni GPA. Et puis aujourd'hui, on sait que c'est décidé, M. Macron, Mme Schiappa ont décidé, il y aura la PMA qui sera faite, et puis si on va dans votre sens, monsieur, si on commence sur une GPA éthique, où est-ce qu'on va s'arrêter, sachant que la science, vous le savez mieux que quiconque, nous donne de nouvelles possibilités sur les questions du vivant, où on peut créer artificiellement, on peut modifier le génome, par exemple, des ovocytes, avec du matériel génétique qui vient de plus d'une personne et créer comme ça des opportunités scientifiques. Vous le savez mieux que moi, si on s'engage au nom du pragmatisme, comme vous le dites, en prenant en compte des cas particuliers, à avancer sans cesse dans les lois sociétales, ma peur, non seulement en tant qu'élu, mais en tant que citoyen tout simplement ou père de famille, c'est de rentrer dans une course sans fin vers le progrès, où les découvertes scientifiques ouvrent un monde où il n'y aura plus aucune limite, et face au fait accompli, les médecins entérineront ce qui est possible, et on sera dans un monde où la bioéthique qui nous intéresse tous ce soir aura disparu face à un fait accompli du fait de l'ouverture des frontières, et avec
des potentialités au niveau de tout ce qui est génétique, les dérives de l'eugénisme, des tas de choses comme ça qui sont évidemment très inquiétantes. Et je voudrais vous entendre là-dessus, je vous remercie. En fait, dans votre intervention, il y a un problème général. Celui du progrès scientifique, celui des connaissances, qui ne cesse de se développer et qui pose une question de vigilance éthique à chaque fois. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout mettre sur le même plan, mais bien d'analyser chaque secteur. C'est ça qu'il est important de faire. Par contre, on peut avoir un principe philosophique permanent. Le principe philosophique permanent que moi personnellement j'ai, c'est de considérer, ne faisons pas une pratique ou ne développons pas une recherche scientifique ou une application scientifique s'il y a un risque important d'être délétère. C'est un point qui me semble important, soit vis-à-vis de l'enfant, d'où la nécessité d'avoir des études, soit vis-à-vis d'une personne, d'un tiers qui serait partie prenante, je dirais, du processus. Y a-t-il ou non un risque délétère d'aliénation, d'exploitation de cette personne? Si vous prenez, on va sortir juste un moment du cadre de la GPA, pour parler par exemple du clonage. On pourrait très bien, sur un plan scientifique, puisque ça existe chez les animaux, vous le savez, depuis un certain temps, réaliser du clonage. Pourquoi est-ce qu'on demande une interdiction du clonage? Même s'il y a un désir d'enfant hystérisé, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on va refuser à quelqu'un qui veut un enfant? Alors faisons-lui un clone, après tout, hein, pour avoir le même discours, qu'il n'y a plus de limite. Ben oui, il y a une limite ici, c'est que l'enfant reproduit à l'identique d'une personne, quelle qu'elle soit, il est emprisonné dans un filet de la personne en question. Il n'a plus la liberté qu'a tout enfant entre deux personnes de trouver sa propre voie. Deux personnes vivantes, deux personnes qui ne sont pas présentes mais qui ont existé à son origine de toute façon. Donc, pour prendre l'exemple du clonage dont on parle peu maintenant, je vous rappelle quand même, pour avoir été dans la délégation française à l'ONU il y a une dizaine d'années, on a essayé de faire voter, la France et l'Allemagne ont essayé de faire voter une interdiction du clonage sur le plan mondial. Ça n'a jamais été voté au niveau de l'ONU, à l'Assemblée plénière de l'ONU. Donc, il y a effectivement des situations scientifiques qui pourraient être réalisées et qui ne doivent pas l'être, parce que, justement, il y a un dépassement de la ligne rouge qui est l'utilisation d'une personne à ses propres fins. Un autre exemple qui est connu, que Israël connaît, c'est par exemple un couple californienne, je crois que c'était un couple homosexuel, qui était sourde et muette, et qui voulaient un enfant sourd et muet, et qui ont donc obtenu la possibilité d'avoir un donneur sourd et muet pour que l'enfant se sourd et muet, avec l'argumentaire que d'abord être sourd et muet c'est pas une maladie, et qu'ensuite comme ça il y aurait une unité dans la famille. Cette façon, si vous voulez, d'impacter un enfant sur une caractéristique décidée par autrui est une forme d'aliénation patente et quelque chose qui doit être condamné. Donc il y a de multiples exemples de ce que l'on pourrait faire, mais qui, à mon avis, doivent être barrés par une vigilance éthique compte tenu des risques en cours. Je ne pense pas vous avoir dit que j'étais contre la loi. Au contraire, je pense que nous avons la possibilité, sur notre territoire national, d'avoir une loi qui encadre, et nous, les médecins, nous nous adossons souvent à cette loi, et je suis le dernier à dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de loi. Bien au contraire. Il faut qu'il y ait une loi, et la loi, c'est le fruit d'un compromis de notre société à un moment T. Mais je vais maintenant vous inquiéter. À la fin du XXIe siècle, l'espèce humaine ne se reproduira plus comme elle se reproduit aujourd'hui. Déjà aujourd'hui. On a le diagnostic prénatal, on a tout un tas de choses qui font qu'on se reproduit différemment. L'homme est un animal très particulier. Il est curieux, il découvre des choses, il supporte très mal la frustration et il fait toutes ses découvertes. Le meilleur comme le pire. Bombe atomique sur une ville, tout. Il découvrira encore beaucoup de choses et il fera tout de ses découvertes. Cher monsieur, nous sommes embarqués dans un TGV à 300 à l'heure. Et il n'y a personne dans la locomotive. Et bonjour l'angoisse.
Et l'angoisse qui vous étreint, elle m'étreint également. Et je dis que ce n'est pas en faisant des interdits qu'on gère mieux les choses. Il vaut mieux, effectivement, regarder de manière très claire des situations complexes comme celle de la GPA pour dire dans ces situations quelles sont nos valeurs, quelles sont les choses qu'on ne veut pas et quelles sont les choses qu'on accepte, plutôt que de dire qu'on coupe les têtes à tout le monde au même niveau, ce qui n'est pas intelligent. Mettre de l'intelligence dans ce dossier, c'est mieux que de se fermer les yeux en se disant « Chez nous, on est bien propre sur nous, c'est tout interdit, allez ailleurs pour le faire ». Israël Nizan, j'exerce le même métier que vous, je suis gynécologue, je suis là, je dirige un groupe de réflexion éthique et depuis 30 ans je suis vos travaux avec intérêt. Nous sommes engagés, vous et moi, dans des causes communes comme l'accès à la contraception pour les jeunes, comme l'IVG médicamenteuse en cabinet de ville. Néanmoins, aujourd'hui, je voudrais relever 2 points importants dans votre discours introductif. Non pas pour vous démontrer que la GPA m'inquiète quant à la mise en danger de la dignité humaine, parce que René Friedman l'a fait beaucoup mieux que moi, mais pour reprendre la question de la réflexion éthique. 2 points qui sont les suivants. Je ne pense pas, Monsieur Nizan, que l'on doive adapter notre pensée éthique et nos lois à ce que font nos voisins. Nous avons eu, vous et moi, des femmes désespérées qui nous demandaient des IVG à 16 semaines d'aménorrhée. Ça n'est pas parce que l'Espagne le permet que nous devons réécrire la loi qui est la nôtre. 2e point, le sentiment, Israël Nizan, à mon avis, ne fait pas loi, bien au contraire. Le philosophe Pierre Lecoz écrit dans son dernier livre que l'émotion, si nous sommes d'accord pour dire qu'elle va être le déclencheur de la pensée éthique et du questionnement éthique, l'émotion à elle seule ne peut pas faire éthique, car elle entraîne la pitié et la compassion qui sont, vous le savez, contraires à la dignité humaine. Alors, vous nous avez émus avec la diplomate turque, vous nous avez émus avec la patronne et son employé. Mais jamais nous ne devons laisser l'émotion bâtir à elle seule l'éthique. Nous devons, dans l'exercice de notre métier, au contraire, nous en méfier. Et je finirai sur la question de la dignité. Oui, monsieur, qui va être grand-père, oui, nous sommes très inquiets, nous les soignons directement en prise avec les PMA et la GPA, pour la question de la dignité de l'enfant à venir. Mais là, je ne peux pas vous expliquer davantage, n'étant pas psychanalyste. Mais nous sommes inquiets aussi pour les 2 femmes qui sont en jeu dans cette affaire. Paul Ricoeur explique que la dignité humaine repose uniquement sur la question de l'estime de soi. Je me demande ce qu'il en sera de l'estime de soi pour chacune des 2 protagonistes une fois l'opération terminée. Madame, je suis d'accord avec vos 2 points. Je suis complètement d'accord que le mieux-disant éthique de l'étranger ne doit pas s'imposer à nous. Donc, on est d'accord. Et je ne pense pas avoir dit, ou alors si je l'ai dit, c'est par maladresse, que c'est parce que ça se fait à l'étranger que ça doit se faire chez nous. J'ai dit que ce qui se passe à l'étranger est particulièrement sale et particulièrement inacceptable. Ça, oui, je l'ai dit. Et que le fait de tout interdire chez nous entraîne une espèce d'autoroute de nos femmes vers l'étranger. Je suis d'accord avec René Friedman pour dire que même si on légalisait au cas par cas, il y aurait encore des couples qui partiraient. D'ailleurs, l'exemple de l'Angleterre est assez poignant de ce point de vue. C'est pas parce qu'on organise l'IVG correctement dans notre pays qu'il n'y a pas des femmes qui vont faire autre chose ailleurs. Et d'ailleurs, c'est la règle et c'est pas ce qui me motive. Par contre, madame, oui, j'ai été bouleversé et bousculé par des histoires que j'ai vues, mais je ne dis pas qu'elles doivent organiser la loi. J'ai simplement expliqué pourquoi moi j'ai changé d'avis sur cette question et pourquoi j'ai été amené à me poser des questions, alors que dans un premier temps, y compris dans mes prises de parole et dans mes publications, j'avais dit qu'il ne fallait pas mettre le doigt là-dedans. Et aujourd'hui, je dis oui, on ne peut pas rester à une des extrêmes. Il faut déplacer le curseur et venir au cas par cas, parce que c'est plus intelligent. Tout est interdit. Je vais vous dire comment il va se terminer.
brusquement, à l'occasion d'un changement de génération, je suis beaucoup au contact des jeunes. Les jeunes ne comprennent pas notre loi. D'ailleurs, les Français la comprennent de moins en moins. L'écart entre la loi qui punit de 750 000 € quiconque qui prête la main et de 3 ans de prison, et les 64% de Français qui sont favorables à la GPA, cet écart se creuse et il n'est plus compréhensible. Moi, même si 1% des demandes étaient acceptées dans notre pays, ça me conviendrait, parce que ce serait une posture courageuse de la France. Alors vous allez me dire, et s'il y a des pépins? Eh bien, il y aura des pépins. Ne pas prendre de risques, c'est en prendre de beaucoup plus importants. Je dis que affronter le risque, affronter ce qu'on a fait en matière d'interruption médicale de grossesse pour les malformations, on l'a affronté beaucoup plus tôt que les autres, et on l'a bien affronté. Affronter le risque, ça nous honorerait, la planète entière nous regarde, et nous ne pourrons pas rester, ne serait-ce qu'à cause du sort des enfants, sur la posture biblique que nous avons actuellement. Biblique parce que de GPA, tu ne feras point. Israël, j'ai envie de te dire, le problème n'est pas qu'il y ait 50 cas en Angleterre, en France, en Belgique, qui se passent correctement, quoique, encore une fois, nous n'avons pas le recul ni les études qui devraient pourtant être là et qui emporteraient sans doute la conviction de plus d'un, mais comme elles ne sont pas là, ça interroge. Le problème, il est que comment allons-nous faire pour défendre l'idée justement de la non-aliénation et de la dignité qui se passe dans le monde, et où en réalisant ce genre de situation, on ne règle rien sur le plan international. Or, c'est là où ça se passe. Soyons quand même concrets. Il y a 70 000 à 80 000 tentatives de fécondation in vitro en France. Il y a 100 ou 150 cas, je prends l'Angleterre parce que c'est le seul relevé que nous avons de GPA relevé en Angleterre. Il y a plus de 600 000 tentatives de fécondation in vitro en Chine. Il y en aura 1 million de tentatives dans 2 ans. Donc on est confronté à des situations où le quantitatif intervient en dehors du poétique, justement, ou de l'histoire binounours. C'est pour ça que je dis ça. C'est que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. L'histoire jolie et comme ça, elle peut exister, mais elle ne résout pas le problème. Il y a d'autres histoires de désir d'enfant qui passent pas forcément par la GPA, mais qui sont tout aussi biscornues, mais qui se passent bien. Mais là, le problème, c'est qu'on a à répondre à quelque chose de fondamental. Doit-on faire tout et n'importe quoi pour répondre à tout désir d'enfant qui aujourd'hui, quand même par la presse, parce que la presse joue un rôle quand même extrêmement important, d'hystérisation de la demande d'enfants. Je veux dire, c'est quand même aussi une façon de mettre le holà et de considérer que nous n'avons pas un pouvoir indéfini et que parfois il est plus logique de mettre un terme peut-être à ce désir-là pour en avoir d'autres, peut-être de favoriser d'autres démarches, comme celle de l'adoption qui est certes compliquée, j'entends bien, comme celle de la greffe d'utérus qui est certes compliquée, j'entends bien, qui n'est pas encore réalisée, quoique les choses se développent, mais ne résoudra pas tout. Donc, je veux dire, arrêtons de penser que l'on offre sur un plateau que le désir d'enfant doit être réalisé et même remboursé, ce qui aboutit par le fait à un droit à l'enfant, ce que nous ne pouvons pas éthiquement accepter, enfin ce que personnellement je ne peux pas accepter. Bonsoir, Guillaume Monziol, ici. Je suis docteur en pharmacie et docteur en droit privé et je suis enseignant à la faculté de pharmacie à Montpellier au laboratoire de droit et d'économie de la santé. Donc je ne suis pas civiliste, mais je tiens simplement à rappeler un petit peu l'état du droit sur ces questions, car si l'éthique s'arrête là où la loi commence, comme dirait Jean-François Mattei, eh bien je pense qu'on ne peut pas se passer de l'état actuel du droit. Et si aujourd'hui, effectivement, la GPA ne peut pas être réalisée en France, normalement, eh bien les juges sont un petit peu plus conciliants, notamment à l'égard et sur le fondement du droit au respect de la vie privée de l'enfant. J'explique. Pendant longtemps, la Cour de cassation a été claire sur cette position et ne souhaitait pas que les enfants nés de GPA soient retranscrits sur l'état civil en France. La France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme parce que justement, elle portait atteinte au droit au respect de la vie privée de l'enfant, en ne souhaitant pas que l'enfant soit retranscrit à l'état civil. Eh bien,
Du fait de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a récemment presque ordonné à ce que les enfants nés de GPA, mais où l'acte de naissance n'est pas falsifié, c'est-à-dire que le père est réellement le père et que la mère est celle qui a accouché, eh bien, soit retranscrit à l'état civil en France. Bref, cela signifie que les personnes qui ont les moyens d'aller faire une GPA à l'étranger, eh bien, peuvent aller la faire. Ils font un acte civil, enfin un acte de naissance qui soit réel, licite, eh bien, pourront revenir en France et retranscrire l'acte d'état civil de l'enfant en France. Donc vous voyez, on est bien dans une situation juridique qui favorise eh bien, le tourisme procréatif. Or, les autres États n'ont pas la même protection de la personne. On parlait de marchandisation de la femme. Oui, mais ce serait méconnaître et oublier le principe de non-patrimonialité du corps humain qui est inscrit depuis les premières lois de bioéthique dans notre droit. C'est pour ça qu'en France, le don d'organes, par exemple, est gratuit. Et cette non-patrimonialité, eh bien, ôte, je pense, la problématique de la marchandisation dès lors que tout est fait dans les règles de l'art. Et pour que les choses soient faites dans les règles de l'art, eh bien, il faut qu'elles soient encadrées. Et c'est tout le rôle du droit. Et je pense qu'il ne faut pas... penser que le système de santé, que les professionnels de santé que l'on forme dans ces universités de médecine, de pharmacie et autres, eh bien, soient des charlatans. Je pense qu'on forme d'abord des professionnels de santé qui exercent avec probité et avec le respect de la dignité de la personne humaine, parce que ce sont les valeurs qu'aujourd'hui les universités tentent de leur inculquer. Donc je pense que c'est une problématique d'ensemble, certes. Il y a de nombreuses questions qui se posent par rapport à l'enfant, par rapport aussi à est-ce qu'on est prêt à accepter cette pratique-là. Mais je pense qu'il faut regarder quel est l'état du droit et arrêter de partir de temps en temps dans des films qu'on se fait en voyant le mal partout. Parce que je pense que c'est des sujets complexes, avec des réponses complexes. Mais effectivement, je pense que rester sur du statisme, eh bien, favorise le tourisme procréatif et donc de porter davantage atteinte à la femme. Et je ne parle pas que de la femme française, moi je parle de la femme dans son ensemble, dans le monde. Et ça, c'est important aussi à avoir en tête. Et je pense que l'état du droit actuel et de la jurisprudence, eh bien, favorise le fait de pouvoir porter atteinte davantage à la femme, parce que dans les autres pays, eh bien, la protection de la femme n'est pas la même que la protection des personnes en France, et que rester sur le statisme, eh bien, c'est favoriser indirectement davantage d'atteinte à la femme. Voilà, c'était une petite parenthèse. Oui, Madame Lambolet, professeure émérite de l'Université de Montpellier, fac de droit. Et là, je voulais juste faire un complément à ce que vient de très bien dire et retracer celui qui vient de parler, l'étudiant qui vient de parler, et qui a bien retracé en particulier l'évolution de la jurisprudence, avec en particulier les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, le revirement spectaculaire de la Cour de cassation. Mais je voudrais juste lui apporter un complément par une jurisprudence encore plus récente, puisqu'il s'agit des arrêts rendus le 5 juillet 2017. Donc il y a là aussi une actualisation à faire. Et dans ces arrêts, il y en a eu 5 le même jour, la Cour de cassation a eu l'occasion non seulement de confirmer le revirement de jurisprudence de 2015 qui a été signalé, mais surtout, ce qui est important et qui rend tout à fait dans votre réflexion tout à l'heure des parents d'attention, les 5 arrêts de 2017 ont eu l'occasion donc non seulement de confirmer le revirement, mais surtout, et ça c'est important, de préciser le statut en droit interne, donc en droit français, des enfants nés de GPA à l'étranger, qui étaient jusque-là en suspens. Pour ce faire, la Cour de cassation a fait une double distinction relativement aux parents d'intention, et là je reprends la formule que vous avez utilisée tout à l'heure,
entre, d'un côté, la filiation biologique du père, qui est désormais bien établie, ça ne fait aucun problème avec en particulier le revirement de jurisprudence, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, la Cour de cassation autorise pour la première fois dans la jurisprudence française la possibilité d'une filiation adoptive de l'enfant et en particulier filiation adoptive de l'enfant du conjoint, que l'adoptant d'ailleurs soit le mari, soit la femme de son père, et la possibilité ainsi ouverte, je tenais à le signaler, car c'est là aussi une solution totalement opposée à ce qui existait avant les lois de bioéthique de 1994, qui ont prohibé les maternités de substitution. C'est le fameux arrêt de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, et qui avait d'ailleurs convoqué le professeur Jean Bernard, à l'époque président du Comité consultatif national d'éthique, et qui avait rendu un arrêt très important qui refusait l'adoption de l'enfant issu, résultant en particulier d'une PMA. Donc voilà la dernière jurisprudence qui, pour l'enfant, bien évidemment, est très intéressante, puisque là, l'enfant va désormais pouvoir avoir un père biologique, pas de problème, c'était déjà admis, mais également la certitude de pouvoir avoir une mère adoptive ou un père adoptif, suivant dans le cadre de quoi se passera cette maternité de substitution. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je voulais apporter le complément par cette jurisprudence ultra récente de l'été dernier. Voilà. Bonsoir, Yann Timmermans, pharmacien d'industrie. Donc je voudrais interpeller le professeur Nissan, en fait, sur deux choses que vous avez dites. Vous avez utilisé le mot courage à deux reprises. En fait, dans votre introduction, vous avez dit « La France doit avoir le courage d'accepter qu'une situation qui existe déjà sur le terrain, mais qui est illégale, il faut la légaliser ». Et deuxièmement, vous avez parlé, dans la deuxième partie de votre intervention, vous avez parlé des jeunes. Et de toute façon, la jeune génération, vous avez dit, de toute façon, elle provoquera ces changements, donc il vaut mieux avoir le courage d'accepter que ça, de toute façon, ça va arriver. Alors, étant scientifique moi-même, en fait, je suis d'accord avec vous qu'on assiste actuellement à des gros changements dans les domaines de médecine et de pharmacie. Il y a une évolution extraordinaire qui est en cours. Et en fait, elle porte aussi, à mon sens, des dangers. Et en fait, moi, je voudrais revenir sur deux choses. C'est que, d'une part, la marchandisation quand même de l'enfant. Quel danger ça pose? Et justement, vous avez dit, faisons les choses proprement chez nous. Donc, en fait, en préparant en fait un peu cette conférence ici, mon assistance à cette conférence, je regardais un peu, comme un scientifique le fait d'habitude, la littérature, moi aussi. Et j'ai pris les exemples d'Angleterre, vous en avez parlé, j'ai pris les exemples de l'Inde. Alors en Angleterre, on peut dire que la situation actuellement, la GPA est acceptée, on peut considérer que c'est mené proprement. Et donc je suis tombé sur une étude qui s'appelle, en fait, dans le Journal of Applied Philosophy de 2016, qui s'appelle Exploitation in International Paid Surrogacy Arrangements. En gros, ça peut se traduire par l'exploitation, le danger d'exploitation dans les contrats de GPA rémunérés. Voilà. Et cette étude, en fait, elle constate une chose, en fait, parce qu'elle est, à mon sens, très, très impartiale. Elle constate une chose, et je pense que scientifiques comme nous sommes, nous y sommes vraiment, en fait, sensibles, c'est que, en fait, les mères porteuses, notamment lorsqu'elles habitent dans des pays où en fait, il y a vraiment une pauvreté, elles ne peuvent pas donner leur consentement éclairé et libre. Donc ça, c'est le danger. On exploite ces femmes. Et donc, en Angleterre, même si la GPA est acceptée, il y a beaucoup de femmes anglaises qui font appel
à des mères porteuses à l'étranger, y compris l'Inde. Et donc là, je viens à ma deuxième partie du propos. Je suis allé voir ce qui est écrit sur l'Inde. Et quelle fut pas ma surprise quand j'ai découvert que depuis 2016, le gouvernement en Inde a bloqué la GPA. Et donc, c'est un marché de 2 milliards d'euros, je pense, au niveau national. Il y avait énormément de cliniques là-bas pour pratiquer de la GPA. Et pourtant, l'Inde a décidé de bloquer la GPA. Donc, je pense que quelque part, le danger de l'esclavage, quand même, existe. Et la marchandisation de l'enfant porte vraiment des problèmes sérieux. Et ça devrait nous faire réfléchir en France. Et au lieu de parler de courage, moi je dirais attention, là on s'engage dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Je ne sais plus qui disait que, notamment en médecine, ne pas décider, c'est décider aussi. Donc, ne croyez pas que dans les choix que nous avons, nous, société française, à effectuer, il y ait une voie facile et évidente et une voie difficile et rocailleuse. Dans les deux voies, c'est difficile. Quand je dis courage, je vais vous dire pourquoi je dis ça. À la dernière révision de la loi bioéthique en 2011, il y a eu 2 sujets interdits à la discussion. L'anonymat du don de gamètes et la GPA. Même les parlementaires n'ont pas eu droit à un débat là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 5 happy few qui se sont réunis autour d'une table et qui ont dit « Nous, on sait ce qui est bon pour les Français, et ça, c'est même pas bon qu'ils en discutent. » C'est ça, et c'est pour ça que j'ai signé la lettre dans Le Monde, demandant que la GPA fit partie du débat bioéthique et qu'on arrête de se faire peur en disant « Si on en discute, ça va être terrible. » Les Français sont assez grands pour discuter de ce sujet, et je peux vous dire que ça fait une dizaine d'années que je n'ose même plus en parler dans les radios ou dans les télés, parce que je suis invectivé et menacé de mort sur pas mal de blogs chaque fois que je m'exprime sur la GPA depuis 10 ans. Donc, oui monsieur, moi j'ai eu besoin de courage pour élaborer la réflexion et pour de temps en temps en parler, mais encore aujourd'hui j'hésite, tant je suis menacé. Quelles sont les valeurs de la France qui sont importantes pour nous? Il faut qu'on soit capable d'aborder cette question avec courage, comme on a été capable d'aborder la question de l'interruption médicale de grossesse, où on met fin à la vie d'enfants mal formés dans notre pays, quand même 8000 par an, sur 10 000 demandes. Eh bien, on a abordé cette question et on a choisi le cas par cas. Et on a choisi le cas par cas dans un autre exemple, c'est l'expérimentation sur volontaires sains. Le préfet désigne des comités de protection des personnes, moitié homme, moitié femme, c'est le préfet qui désigne. Et si vous soumettez un travail à Brest et qu'il est interdit à Brest, c'est pas la peine de le soumettre à Strasbourg. Eh bien, pour les CPDPN, les comités pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, on peut très bien, si on demande un avortement au 6e mois pour un doigt qui manque, et nous on est confrontés à ça 3 fois par an, on peut très bien aller voir le CPDPN d'à côté, qui lui va peut-être donner son avis. Eh bien, on a fait le bilan au niveau de l'Agence de la biomédecine. Faire confiance aux Français grâce au cas par cas, ça ne dérape pas. Il n'y a pas d'endroit où une fente labiale est avortée. C'est pas vrai. Il y a une espèce d'homogénéité des 48 CPDPN de la France. Voilà un cas par cas qui marche. Et moi, je dis qu'on pourrait faire un cas par cas qui marche avec des comités de la parentalité désignés par le préfet, moitié homme, moitié femme, et j'ai 4 missions pour ces comités. Le don d'ovocytes, récupérer ces ovocytes au-delà de 43 ans. Les couples qui souhaitent une GPA, les couples d'hommes qui souhaitent une GPA, j'aurais tendance à le soumettre à ces comités de la parentalité. Et l'adoption, où parfois une assistante sociale dit « il ne faut pas faire », et le président du département, qui est copain avec les parents, disent « il faut faire » avec des enfants qui sont adoptés et abandonnés à répétition. Donc moi, les comités de la parentalité, j'ai du travail pour eux, et je propose qu'ils donnent un avis sur les GPA. Quand je t'entends, en fin de compte, je me rends compte le cheval de Troie que tu fais en parlant du cas par cas. Quand on prend une décision positive d'acceptation de telle ou telle pratique, c'est toujours du cas par cas.
C'est pas parce qu'on a accepté que, par exemple, les IVG soient réalisés qu'on ne fait pas du cas par cas. On fait tout le temps du cas par cas. En essayant comme ça de faire passer le cas par cas, en fait, c'est pour faire accepter le principe. Soyons objectifs. Donc, le problème, c'est pas de dire du cas par cas, parce que tout ce qui est accepté, tout ce que nous pratiquons, toutes les PMA que nous faisons, par exemple, sont du cas par cas. Il y en a que nous ne prenons pas, que nous ne souhaitons pas prendre. L'âge, enfin, je passe les détails. Donc, l'IVG, c'est pas du cas par cas. Il suffit que la femme demande pour obtenir si elle est dans les délais. C'est pas du cas par cas. Alors, quand on est en contact avec une patiente, on peut quand même discuter avec elle et lui donner des éléments. On n'est pas des robots qui exécutons toute demande, parce que des fois, enfin, je te connais suffisamment pour savoir qu'on accompagne. On accompagne et des fois, je dirais, ça peut être salutaire. C'est pas uniquement comme ça, je viens, j'appuie sur le bouton, c'est fait, et je ne veux même pas discuter, c'est de la médecine. On a toujours voulu que ce soit de la médecine. Donc, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que le problème de la GPA, si on accepte le cas par cas, ça veut dire qu'on accepte la GPA, et comme toute GPA, on fera du cas par cas. Effectivement, prenez l'exemple de l'Angleterre, encore une fois, je reviens dessus, 25% des Anglais, malgré 30 ans de GPA, vont à l'étranger. Donc, de toute façon, c'est du cas par cas. Mais surtout, comment va faire un comité de parentalité qui va voir quelqu'un qui va le disséquer sur le plan psychologique pour dire « Ah mais vous, dans 1 an ou dans 2 ans, vous serez capable d'accepter que l'enfant que vous portez vous soit enlevé. » Mais jamais je n'oserais faire ça. Jamais je n'oserais me prononcer sur un espèce de projet dont on sait automatiquement, si c'était très simple, ça se saurait que c'est conflictuel. Et que donc on va prendre le pari de donner un avis sur l'attitude reconnue comme positive. Oui, vous pouvez, non, vous pouvez pas. Mais de quel droit on peut faire ça ? Je pense que ça, c'est vraiment une usurpation du pouvoir, finalement, de ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le comité qui va décider pour la femme. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire que c'est non seulement ne pas penser que la femme est capable de se prononcer, mais c'est donner aux autres qui sont à l'extérieur des éléments qui, évidemment, ne vont pas faire l'état de sa naissance, de son enfant, de ses blessures, de ses joies, enfin de toute sa personnalité, par rapport à une démarche qui met en danger des fondements, on le sait bien, ou alors vraiment comme tout, fondamentaux de l'existence. On est bien d'accord que la GPA, c'est pas un problème médical, c'est un problème sociétal, on est d'accord. Et la proposition que je fais de confier à des comités de la parentalité, un régional et un national, c'est pour induire sur toutes ces demandes un avis de la société. Et moi je dis, plutôt que de dire « je t'interdis de faire ça et si tu le fais, 3 ans de prison et 750 000 € de tôle, d'amende », plutôt que de dire ça aux Français en leur disant « moi je sais ce qui est bon pour vous », je préférerais une situation qui soit plus adaptée à l'aspect multiculturel de notre pays, où on dit « eh bien les Français, prenez votre responsabilité. C'est une situation difficile. On vous demande de prendre votre responsabilité. On ne vous demande pas d'en accepter ou d'en refuser. Mais oui, de temps en temps, on s'autorise à dire oui à certains projets de GPA. Oui, parce qu'il y en a qui sont audibles. Il y en a quelques-uns qui sont audibles. Eh bien, autorisons cela et ne disons pas « nous savons ce qui est bon pour vous. D'ailleurs, c'est dangereux pour vous les femmes. D'ailleurs, vous allez être déprimés et d'ailleurs, vous allez vous suicider. Et donc, on vous l'interdit. » Connaissez-vous, à votre connaissance, probablement de toutes les institutions, ONU et autres, que vous devez fréquenter, le nombre de pays où actuellement la GPA est autorisée ou pas, hein? Et donc, par rapport à cet environnement, on a peut-être des réponses. Si on est entouré d'océans, le bateau prendra toujours un peu l'eau. Donc si on n'a pas le nombre de pays qui aujourd'hui sont susceptibles de faire la GPA, on n'aura pas la réponse. Et je suis très intéressé parce que venant ici, un peu par hasard, et vu l'affluence de l'Assemblée, ça montre bien que le débat est bien parti, et il est vraiment parti, et on ne pourra pas l'éviter. Première réponse, et je réponds quand même avant à Israël Nizan. Comment dire que le débat n'a pas lieu? Qu'est-ce qu'on fait là? Ça fait 10 ans, excuse-moi, ça fait 10 ans qu'il y a des assemblées et des débats par tribune interposée, par réunion. Je veux dire simplement, il y a effectivement jusqu'à présent
une opposition sur les principes qui se font, avec une autre position qui a évolué. D'abord c'était toute GPA, ensuite c'est la GPA éthique, entre guillemets, ensuite c'est du cas par cas qui, de toi à moi, ne résoudra pas grand-chose sur le problème général que cela pose et sur lequel nous sommes confrontés. Alors oui, il est vrai qu'il y a des pays, en particulier européens, y compris dernièrement le Portugal, qui a accepté, alors ça serait intéressant, j'espère, d'avoir des études, encore une fois, qui sont ces femmes, quels sont leur âge, quels sont leurs passés, de quel milieu socio-économique. Nous n'avons pas ces notions-là pour l'Angleterre qui a pratiqué depuis 30 ans. C'est pas le fin fond de Djibouti, c'est l'Angleterre. Et alors, je veux dire, il y a donc un problème. Il y a un problème. En Californie, c'est pareil. Nous n'avons pas les données. Et quant au suivi des enfants, alors là, on se retrouve. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus de si loin et si vite pour venir nous voir. Et merci à vous tous, s'il vous plaît. On a le droit d'applaudir à la fin.